Hello, bonjour tout le monde, bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose, toutes de bleu vêtues, de rendre hommage au chef-d'œuvre de l'animation japonaise, Le Château dans le ciel, qui est, je trouve, à tort, souvent trop mal aimé, trop méconnu. Donc aujourd'hui, je vous transpose dans un tout nouveau cadre. Effectivement, on n'est pas du tout sur ce qu'on avait l'habitude de voir sur ma chaîne. Et pour cause, j'ai décidé, suite à votre appréciation de la vidéo sur Nausicaa de la Vallée du Vent que j'avais faite il y a quelques semaines, de faire une thématique Ghibli où je vais traiter quotidiennement différents Ghibli de façon chronologique. Donc effectivement, j'ai commencé par Nausicaa, je fais Le Château dans le ciel et puis j'irai ainsi de suite selon les dates de parution japonaises. C'est ainsi qu'aujourd'hui on se lance sur Le Château dans le ciel, une vidéo qui sera divisée en plusieurs parties comme d'habitude, des parties que je vous écrirai en bleu indigo en bas à gauche de votre écran et dans la barre d'informations avec les minutes correspondantes. Donc on aura une présentation formelle où je vais vous présenter le contexte de l'œuvre, l'auteur notamment, je vais beaucoup parler d'Hayao Miyazaki. Une partie plus résumée où je vais vous donner mon synopsis de l'histoire. Une partie un petit peu novatrice et inédite, vous le verrez, qui est propre à cette vidéo. J'ai noté les diverses inspirations de Miyazaki pour son œuvre. Et puis un retour sur mon visionnage au travers d'aspects plutôt positifs, plutôt négatifs aussi, un regard un petit peu critique. Enfin, on terminera cette vidéo au travers de ma conclusion. Et si ça vous convient, je vous propose de commencer juste après l'intro. Bien, alors on va commencer par aborder Miyazaki. Effectivement, il a été diplômé en économie et ensuite il a rédigé un mémoire sur la théorie de l'industrie japonaise. On voit donc que très précocement, c'est un homme cultivé, un homme intellectuel qui travaille sur lui-même, qui travaille sur des sujets, qui est acharné. Pour écrire un mémoire, je pense qu'on est assez d'accord sur ça. Et parallèlement à ça, c'est un homme qui est passionné par le dessin, qui rêve depuis toujours de dessiner et qui va décrocher en 1963 un stage, mais pas n'importe où, dans le prestigieux studio d'animation Toei, qui produit tout un tas de séries, de courts, de longs métrages et qui a notamment produit par exemple Olive et Tom, Dragon Ball, One Piece et bien d'autres évidemment. Là-bas, Miyazaki fera des rencontres déterminantes à la fois pour sa vie personnelle et professionnelle. Ça lui permettra plus tard d'entamer une carrière d'animateur, de réalisateur qui va lui réussir plus qu'à quiconque. Initialement, Miyazaki est chez Toei Animation, mais il est insatisfait de ce qu'il va produire. Il trouve que les conditions de travail ne sont pas bonnes et que la qualité des œuvres produites en sont la conséquence. Et donc il va se lier au syndicat, c'est notamment là qu'il va faire la rencontre de ses deux mentors, Otsuka et Takahata. Initialement, Miyazaki préfère travailler sur des œuvres matures, sérieuses, parfois un petit peu dénonciatrices et violentes. Et ce qu'il espère aussi dans sa progression artistique, c'est pouvoir tenter des techniques de mise en scène. Plus que tout, il espère pouvoir s'exprimer en tant qu'artiste en développant des thématiques qui lui sont chères. Comme je vous le dis, Miyazaki était insatisfait de Toei Animation et malgré les efforts du studio qui ont par exemple proposé aux trois hommes, Otsuka, Takahata et Miyazaki, de travailler sur un même projet commun sur la base du volontariat. Donc il s'agissait de Horus, Prince du Soleil, pour ceux qui connaissent. Ça a été un échec commercial, mais ça les a révélés tous trois. Effectivement, ça leur a donné le goût de la liberté, de l'autonomie, également de l'indépendance, et c'est ce qui leur a permis petit à petit de se détacher du studio Toei Animation pour le quitter et se diriger vers la concurrence à production à l'époque. Pour vous synthétiser, par la suite, Miyazaki va travailler sur des séries télévisées, mais plutôt orientées pour un jeune public. Il a par exemple travaillé sur Panda Copanda, si vous connaissez. Vous l'aurez compris, il ne s'agit pas du format de prédilection de Miyazaki, mais c'est tout de même par ce biais-là qu'il va finalement se faire une place et devenir connu, avoir une renommée en tant que réalisateur. Ainsi, pendant ses premières années, Miyazaki est impliqué dans des projets plutôt mineurs. On retient par exemple Horus, Prince du Soleil, Lupin 3, il y a eu aussi Conan le fils du futur, et puis son premier petit succès en 79, c'est le château de Cagliostro, juste avant de produire Nausicaa de la Vallée du Vent, qui cette fois, je vous l'avais dit dans mon autre vidéo, va vraiment constituer un succès commercial international à la hauteur de ce que produira Miyazaki plus tard et de son succès. Malheureusement, je vous l'avais dit, Nausicaa sera un gouffre financier pour le studio qui l'avait produit à l'époque. Alors on pense souvent à tort que c'était Ghibli, mais le long métrage Nausicaa de la Vallée du Vent, il est en amont, il est antérieur au studio Ghibli. Il va notamment participer à sa fondation, je vous en parlerai un petit peu après. Et du coup, Nausicaa de la Vallée du Vent, c'est le studio Topcraft qui malheureusement aura mal géré ses effectifs, en tout cas
À la sortie de Nausicaa, il va se retrouver au bord de la faillite. C'est vraiment suite à ça que Takahata et Miyazaki, tous deux, vont décider de fonder un nouveau studio. Ils vont le nommer le Studio Ghibli. Pour la première fois, on a deux artistes jeunes et indépendants qui vont essayer de s'emparer des pleins pouvoirs détenus potentiellement par les majors hollywoodiennes afin de concrétiser leurs rêves et surtout de créer des œuvres qui leur sont plus personnelles et dans lesquelles ils vont davantage s'impliquer. Cette création du studio Ghibli se fait en juin 1985, alors même que Le Château dans le ciel est en train d'être réalisé. On peut donc conclure que Le Château dans le ciel découle directement du succès de Nausicaa de la vallée du vent, et cet animé sortira le 2 août 1986 au Japon en tout cas, puisque en raison de la petite distribution du studio Ghibli à l'époque, avant qu'il y ait vraiment des gros succès comme Princesse Mononoke, Le Voyage de Chihiro, c'est vraiment à partir de ce moment-là que les autres animés un petit peu moins connus de Miyazaki ont commencé à se répandre à l'international. Donc en France, on a Le Château dans le ciel uniquement depuis le 15 janvier 2003, soit 17 ans après, c'est absolument énorme. Vous l'aurez compris, c'est le premier film réalisé par Hayao Miyazaki pour le studio Ghibli. Il s'agit d'une œuvre transitoire entre une ancienne filmographie un petit peu mineure, moins connue et surtout moins appréciée du public, et je pense que c'est parce que c'était souvent des œuvres de commande sur lesquelles Miyazaki n'avait pas vraiment la main mise et ne pouvait pas réellement s'impliquer comme il a pu le faire dans ses propres réalisations avec son confrère Takahata. Transition donc entre des œuvres mineures et des œuvres absolument majeures qui vont avoir des renommées immenses dans le monde entier, un succès que personne n'attendait, au travers des divers longs métrages des studios Ghibli que vous connaissez sûrement. J'ai aussi relevé que ce film d'animation avait pour but d'élargir la cible spectatrice. Effectivement, sur Nausicaa de la vallée du vent, on avait une œuvre plus intellectuelle, peut-être un peu plus adulte. Le Château dans le ciel se centre beaucoup sur de l'aventure, de l'amitié, du fantastique. Donc si vous voulez des thématiques plus abordables pour des enfants, Le Château dans le ciel est donc réalisé et scénarisé par Hayao Miyazaki, le studio d'animation c'est Ghibli et le producteur c'est Isao Takahata à la demande de Miyazaki, comme c'était déjà le cas pour Nausicaa de la vallée du vent. Le compositeur c'est le magistral, le grand, le fameux Joe Hisaishi pour sa seconde collaboration après avoir déjà participé à Nausicaa de la vallée du vent. C'est lui qui est vraiment à l'œuvre dans les majeures et merveilleuses musiques des studios Ghibli, en tout cas la plupart et les plus belles, on va pas se mentir. La durée du film c'est 124 minutes et donc c'est environ 2h04. C'est un long métrage assez conséquent à voir, surtout quand on est enfant. Pour vous parler un petit peu du succès, je vais vous parler du box-office. On a eu environ 600 000 entrées, ce qui correspond à peu près à 2,5 millions de dollars gagnés. Ce qui, bien que ça n'y paraît pas, n'est pas énorme. En réalité, c'est moins que ce que Miyazaki avait produit avec Nausicaa de la vallée du vent. Mais on retient vraiment l'idée que c'est loin d'être un échec commercial non plus, puisque ça a été quand même le film d'animation ayant le plus de succès au Japon l'année de sa sortie. Cependant, pour vous donner quand même un ordre d'idée, sachez que c'est le film des studios Ghibli qui leur a le moins rapporté d'argent, qui reste cependant très apprécié du public japonais et qui a notamment gagné un prix en 1987, le prix Meneishi Noburo Ofuji, adressé à Hayao Miyazaki, son équipe et la société Tokuma Shoten. Par ailleurs, j'ai relevé une petite anecdote assez appréciable. Il semble que Miyazaki ait cité Le Château dans le ciel comme étant son animé favori sur la filmographie entière des studios Ghibli. Si vous ne connaissez pas et que je dois vous donner un petit peu des orientations sur cet animé, je dirais que c'est un mélange des thèmes action-aventure comme je vous l'ai dit tout à l'heure, intégrant beaucoup les notions de l'amitié et de la bravoure, également techno-écologique, on en parlera. Je vous propose tout de suite de passer à une partie explication. Je vais vous donner le synopsis que j'ai moi-même écrit qui me semble être le plus juste pour vous exposer les éléments de base. L'histoire débute par la rencontre de deux jeunes enfants. La jeune fille, qui s'appelle Shita, tente de fuir ceux qui lui veulent du mal et trouve refuge un petit peu par hasard auprès d'un jeune garçon qui va devenir son ami pendant tout l'animé, qui s'appelle Pazu. Celui-ci est intrépide, courageux et il se bat avec bravoure pour atteindre ses objectifs. Il va immédiatement s'attacher à Shita, envoie une relation amicale directement très forte, les deux sont liés. La voyant en difficulté, Pazu va la prendre sous son aile, va lui porter secours, l'aider et la protéger. Et puis au fur et à mesure de l'animé, ils vont se découvrir une quête commune, à savoir découvrir ce qu'est vraiment Laputa. Il s'agirait initialement d'un royaume légendaire flottant dans les nuages, une sorte d'îlot abritant une civilisation ancienne. On comprend rapidement que le seul moyen de parvenir à Laputa, c'est d'utiliser une pierre que détient Shita.
Vous l'aurez compris, tous les ennuis qu'elle va vivre, avec les courses-poursuites, avec les militaires, avec un jeune homme nommé Mouska qui a l'air avide de pouvoir, avec les pirates, tout ça, ça va naître de cette pierre qu'elle garde autour de son cou sous un collier, une pierre bleue justement indigo. Chacun va tenter de lui dérober son bien, un bien qui lui est cher puisqu'il est transmis de génération en génération dans sa famille. Ainsi, voulons comprendre pourquoi cette pierre qui est si convoitisée, qui a des propriétés singulières, eh bien, pourquoi est-ce qu'elle est si cruciale et surtout pourquoi est-ce qu'elle a été confiée à Sheeta? Pazu, quant à lui, au-delà du lien qu'il a avec Sheeta, de son attachement à elle et de l'envie de protéger une jeune fille en difficulté, une motivation supérieure à tout ça, c'est qu'il a une quête commune avec elle, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il se trouve que le père de Pazu avait, lors d'un voyage dans les airs, découvert une île flottante, à savoir la Piuta qui est juste ici, et lorsqu'il s'est mis à raconter ce qu'il avait vu, eh bien personne ne l'a jamais cru et Pazu dit que son père est décédé de chagrin, de tristesse vis-à-vis de ça. Il n'a jamais pu prouver l'existence de cette île volante, pourtant il était convaincu de l'avoir vue et qu'elle existait donc. C'est de là que naît la motivation cruciale de Pazu finalement, de prouver que son père avait raison, qu'il n'était pas fou. Vous l'aurez compris, ces deux enfants vont être très liés par une quête commune, un fort attachement, et vont se protéger, tenter de fuir, vivre diverses expériences. De façon à ne pas vous spoiler des éléments essentiels, je m'arrête là pour le résumé. Ne vous inquiétez pas, c'est une œuvre qui est tellement longue que là je ne vous ai absolument rien spoilé, je vous ai introduit un petit peu l'histoire, mais il se passe tellement plus de choses que ça que je vous invite vraiment à la visionner. Quant à moi, je passe à ma partie inspiration, donc c'est une partie inédite que je n'ai jamais faite sur aucune autre vidéo, mais elle me semblait essentielle pour celle-ci puisque Miyazaki est un homme, je vous l'ai dit, très cultivé, qui va beaucoup s'imprégner de toutes les autres œuvres, pas que japonaises, mais aussi beaucoup occidentales, pourquoi pas françaises, et au travers de toutes ses connaissances, de toutes ses lectures, tous ses visionnages, de cet énorme bagage artistique, il va venir produire ses œuvres. Ici, pour Le Château dans le ciel, c'est absolument prégnant. On retrouve tellement d'inspiration. Donc je vais d'abord me centrer sur l'histoire, très inspirée des diverses lectures que Miyazaki a pu faire lorsqu'il était adolescent. En effet, celui-ci était fasciné par le classique littéraire, Le troisième voyage de Gulliver de Jonathan Swift. L'histoire est plus que similaire au synopsis du Château dans le ciel, puisqu'on a un héros qui se rend sur une île appelée La Piuta, qui flotte dans le ciel grâce à une pierre magnétique. Ce royaume abrite la noblesse qui se sert de la technologie de l'île pour menacer les habitants de la Terre. On voit bien ici une référence directe à l'anime, voire même le fond central de l'histoire. J'ai également noté des références à différents mangas, notamment un qui s'appelle Satan du désert, dans lequel il y aurait une histoire avec une pierre précieuse qui offrirait la faculté de s'envoler dans les airs. C'est aussi un élément qu'on retrouve dans Le Château dans le ciel et qui donc pourrait directement s'inspirer de ce manga. En ce qui concerne l'île volante, Miyazaki aurait été influencé par plusieurs éléments, à la fois la tour de Babel, celle dont on parle dans la Bible, cette très belle histoire je trouve. Il aurait été aussi influencé par les décors de l'ancien film Micropolis et par des illustrations d'Alan Lee de la cité Minas Tirith, j'espère que je le dis bien, dans Le Seigneur des Anneaux. Pour ce qui est des robots qui sont gardiens du château dans l'animé, ils sont directement inspirés de la machine dans Le Roi et l'Oiseau, un film d'animation français dont Miyazaki a toujours été un grand admirateur. Et on dira que plus particulièrement il était en réalité inspiré par La bergère et le ramoneur de Paul Grimaud. Effectivement, chez Grimaud comme chez Miyazaki, les robots permettent de témoigner d'une civilisation disparue et de prendre soin des espèces animales et végétales, loin de la mission destructrice pour laquelle ils avaient été programmés. Enfin, pour les robots, il y a aussi un élément de comparaison, de référence en tout cas aux robots qui avaient été imaginés initialement dans la série animée Lupin 3, donc dans laquelle Miyazaki avait participé. Je trouve que la ressemblance avec les robots du Château dans le ciel est frappante là pour le coup. Toujours pour les aspects d'inspiration, et je terminerai avec les personnages. Effectivement, on a les pirates et leur mère Dora. Beaucoup sur internet évoquent un lien, un rapport, notamment puisque l'un des frères de Miyazaki aurait confié l'information que les différents pirates représenteraient la fratrie donc de Miyazaki et que leur chef, Dora, serait inspirée par certains aspects de la mère de Miyazaki, dans l'aspect plutôt combative et femme forte. Je vous propose dès maintenant de passer à mon retour de visionnage, à commencer par mes points positifs. Je dirais qu'on retrouve les idées maîtresses de l'œuvre assez globale d'Hayao Miyazaki dans ce premier long métrage pour les studios Ghibli. D'abord, il y a l'aspect où on va avoir des réflexions après avoir vu cet animé, particulièrement sur la responsabilité humaine dans l'utilisation des pouvoirs qu'elle s'octroie.
C'est une idée qui revient énormément, qui est très intéressante notamment quand on a un regard d'adulte sur son animé. Miyazaki arrive à mettre en évidence au travers de ce long métrage que plus le niveau de contrôle sur la technologie est grand, plus la violence, la cupidité et l'injustice humaine se font connaître. Mais attention, je pense qu'il est important de percevoir que c'est pas une critique de la technologie, mais plutôt une critique des hommes, de leur incapacité à savoir utiliser cette progression à bon escient et avec sagesse. On voit notamment dans Le Château dans le ciel, attention petit spoil de 5 secondes, que c'est le progrès technique et scientifique qui cause la perte finale du royaume. On retrouve aussi les idéaux écologistes de Miyazaki au travers d'une nature foisonnante, majestueuse et des moments où au contraire elle va être entachée, gâchée par la violence des hommes. Au travers de cette violence des hommes, Miyazaki évoque ses idéaux cette fois pacifistes avec une critique de l'armée qui est assez évidente lorsqu'on regarde le long métrage. On voit également les personnages principaux se battre entre guillemets pour la liberté, lutter pour l'égalité et surtout le respect de la nature, des animaux, des valeurs qui semblent primordiales à Miyazaki et que je pense on devrait tous pouvoir partager à l'heure actuelle. Je dirais pour les aspects que j'ai aimés que le rythme de la narration est très intéressant. On va dire qu'il oscille entre beaucoup de moments d'action qui sont des temps forts et vifs où il se passe beaucoup de choses et des moments beaucoup plus poétiques, contemplatifs, qui sont tout aussi forts en émotion et qui viennent vraiment marquer un contraste. Selon moi, c'est un animé dans lequel chaque péripétie, chaque intervention de personnage vient participer à l'élaboration de l'histoire, à la meilleure compréhension. Rien n'est laissé au hasard. Pour moi, c'est du chef-d'œuvre, c'est de la magie. Comme d'habitude, on retrouve des femmes fortes, courageuses, intrépides comme Dora, comme Cheetah dans une certaine mesure. Le fil conducteur de ce film, ça reste aussi les deux jeunes héros qui sont très attachants par leur lien. Un lien, je vous l'ai dit, qui est exceptionnel mais qui est aussi assez immédiat. En analysant un peu la situation, je pense qu'on peut dire que ce qui les lie, c'est le fait qu'ils aient le même âge, qu'ils soient tous les deux orphelins et surtout, comme je vous l'ai dit, qu'ils se comprennent sur cette thématique de la Piuta, sur cette pierre. Ils ont une quête commune, ça va évidemment beaucoup renforcer leur lien. D'ailleurs, c'est l'un des seuls studios Ghibli où les deux protagonistes ne se lâchent jamais. On les sent vraiment intimement liés l'un à l'autre, comme une seule et même personne, comme se complétant. Je pense qu'ils ont la plus belle relation de proximité, du moins la plus fusionnelle. Personnellement, je les trouve extrêmement touchants tous les deux. Comme d'ordinaire dans les œuvres de Miyazaki, on retrouve la thématique de l'émancipation de ses enfants. On voit qu'ils sont assez jeunes et qu'ils vont se comporter presque comme des adultes, plus raisonnés encore que de véritables adultes pour le coup. On retrouve des notions qui sont très centrales dans l'animation japonaise comme la solidarité, l'amitié, l'entraide, le soutien, notamment dont fait preuve Pazu envers Cheetah. Il va vraiment être là quasiment du début jusqu'à la fin de l'animé à ses côtés. Je pense que ce qu'on peut saluer, c'est leur force d'esprit tout comme leur force physique. Ce sont vraiment des héros qui sont dépeints parfois presque de manière surréaliste, mais en tout cas comme très courageux et qui vont se battre pour leurs idéaux. C'est ça qu'on veut voir. Et je pense que c'est aussi un message d'espoir pour Miyazaki de transmettre ses valeurs et ses aspirations-là à de jeunes enfants, tandis que des personnes plus âgées se comporteront, elles, bien plus mal. On retrouvera également la passion de Hayao Miyazaki pour les machines volantes, pour l'aéronautique. Pour la petite anecdote, son père était directeur d'une société qui était liée aux aéronefs. Donc elle fabriquait des pièces de queue pour les chasseurs japonais de la Seconde Guerre mondiale. Donc la thématique du vol, c'est l'une des préférées d'Hayao Miyazaki, c'est quelque chose de très central en lui, dans ses œuvres, et sous diverses formes. Je tenais à la souligner puisque pour moi, dans Le Château dans le ciel, cette thématique, elle est particulièrement centrale. Je trouve qu'il y a de très nombreuses parts du film qui sont réservées à des moments qui peuvent être assez longs, qui se déroulent dans les airs, par différents biais, ce sera jamais avec la même machine trop longtemps. Il y a toute une élaboration pour créer une histoire qui va se passer partiellement dans les airs et je trouve ça très ingénieux de sa part. Ça vient contribuer encore davantage à l'aspect magique et un petit peu surnaturel, qui nous fait rêver et nous transporte. Ce que j'aime aussi dans la plupart des œuvres de Hayao Miyazaki, qu'on retrouve ici partiellement, c'est les personnages qui sont humains, qui sont complexes. Vous savez que ça, c'est quelque chose d'important pour moi. Ici, on retrouve l'idée que ce sont leurs raisons, leurs choix, qui vont les définir, plutôt que la dichotomie un peu simpliste qu'on va retrouver beaucoup dans les dessins animés pour enfants, notamment chez Disney, du méchant, du gentil. Non, en fait, Miyazaki met vraiment en évidence dans ses œuvres que nous sommes des êtres humains, nous avons certes peut-être plus de côtés négatifs, plus positifs selon la perception de chacun, mais nous sommes complets, nous agissons non pas par
ce que l'on est, mais par nos choix, nos ambitions. Ça, c'est une idée que j'adore retrouver, et surtout dans des œuvres qui peuvent être visionnées par des enfants, de jeunes enfants. D'ailleurs, je pense que Le Château dans le ciel peut être vu dès 6 ans, pour comprendre un minimum l'histoire quand même. Mais c'est tellement intéressant, même sans que l'enfant ait conscience de ce qu'on lui propose comme différents contenus, qu'il voit que les personnes vont agir parce qu'elles ont des raisons, mais qu'elles ne sont pas pour autant méchantes ou mauvaises. Dans Le Château dans le ciel, on voit des protagonistes que je ne vais pas citer pour ne pas vous spoiler, mais qui vont à certains moments pouvoir ne pas être appréciés et pouvoir en même temps, plus tard, être appréciés. C'est toute la complexité de l'être humain, la façon dont on va percevoir les choses, surtout par rapport à son angle de vue. Cependant, c'est l'un des rares studios Ghibli avec peut-être Arrietty, qui propose notamment un personnage qui a l'air foncièrement mauvais et sans forcément avoir de raison apparente. Finalement, je trouve pas que ce soit critiquable, puisque le fait que ce soit un personnage ponctuellement qui soit comme ça reflète aussi le fait que dans la vie, il y a tout, et qu'effectivement, des fois, on a du mal à saisir pourquoi une personne est telle qu'elle est, et pourquoi elle se comporte de telle façon. Maintenant, je vous propose de regarder un petit peu plus en détail ce qui va différencier Le Château dans le ciel des animés futurement produits par Miyazaki. La première chose que j'ai notée, c'est qu'on va retrouver dans cet animé particulièrement beaucoup d'éléments qui vont faire écho aux travaux antérieurs de Miyazaki, notamment sur ses œuvres un petit peu moins connues. Par exemple, on retrouve un lien familial qui va lier deux personnages dans cet animé. C'était déjà le cas dans Le Château de Cagliostro. De même, toutes les courses-poursuites, toute l'action font vraiment écho à Lupin III ou à Sherlock Holmes. Évidemment, je pense qu'aucun d'entre nous ne peut passer à côté de cette mignonnerie. On a une intégration de divers renards écureuils qui nous font écho à Teto dans Nausicaa de la vallée du vent, notamment sur le robot. Et puis selon moi, la proximité la plus frappante, elle est pour la comparaison de Cheetah et Pazu à Lana et Conan dans Conan le fils du futur. Je vous mettrai des illustrations. Je pense que les mauvaises langues diraient c'est Cheetah et Pazu de chez Wish ou du pauvre. C'est vrai que ça semble être un petit peu comme les avant-propos, les avant-personnages quoi. Enfin, je voulais vous parler de Cheetah, ce personnage féminin qui dénote beaucoup selon moi de tous les autres qu'on peut voir par la suite. Que ce soit Chihiro, Lisa dans Ponyo, que ce soit Arrietty. On voit vraiment Cheetah comme une jeune fille beaucoup plus calme, beaucoup plus réservée. Elle est taciturne, elle est gentille, elle est polie, elle est intelligente. Et par là même, je trouve que ça relate beaucoup l'aspect de la jolie jeune fille qui se tait et qui est belle, un petit peu classique qu'on peut parfois et à tort voir trop dans les dessins animés qui donnent une image très plate d'une femme. Mais je ne dis pas du tout que c'est le propos de Miyazaki, je sais que c'est pas du tout ça pour lui, puisque parallèlement à cet aspect plus réservé, plus introverti par rapport aux autres jeunes filles, elle ne va pas en être moins courageuse, elle va être pleine d'audace, elle va être capable de se défendre et de défendre ceux qui comptent pour elle, ceux en quoi elle croit, parfois en faisant preuve de violence, d'impulsion, et ça prouve que c'est une jeune fille très complète à mon sens, qu'on peut à la fois être audacieuse et avoir une personnalité initialement plus calme, plus posée et plus réfléchie. Moi, c'est une jeune fille qui me touche beaucoup puisqu'elle me fait vraiment écho à ma façon d'être, et encore une fois, ce que je vous disais tout à l'heure, Miyazaki met en avant cet aspect humain et complet qu'on adore voir. Il ne se cantonne pas à des personnages simplistes avec un trait de personnalité centrale, à savoir par exemple réservé. Ici, pas du tout. On est tout ce qu'on veut être, on est tout ce qu'on peut être. J'aimerais évoquer avec vous également le point commun que j'ai retrouvé entre Le Château ambulant, Kiki la petite sorcière et Le Château dans le ciel. Effectivement, dans ces trois animés, on a une inspiration occidentale pour les décors, car oui, pour la réalisation du Château dans le ciel, le réalisateur Isao Takahata a proposé d'envoyer l'équipe de production au Pays de Galles, ça c'était en 1985, dans la ville minière de Ronda, peu après la période des grèves de mineurs britanniques. C'est là que Miyazaki a découvert et s'est montré très sensible aux différentes tensions syndicales qui étaient là-bas à l'époque alors très vives. Dans une interview de 1999, il raconte son admiration pour la communauté des mineurs qui se battaient jusqu'à la fin pour la sauvegarde de leur travail et de leur communauté. Ce qui explique qu'il a souhaité faire de son héros, donc Pazu, un jeune mineur intégré à une communauté soudée peu avant la fermeture des mines. Pour ce qui est des aspects négatifs, puisque j'ai essayé d'en trouver, j'ai essayé d'avoir un regard critique pour
avoir une approche globale de l'œuvre. J'ai noté qu'il y avait tellement de péripéties et d'actions qu'à certains moments je l'ai souvent ressenti, c'est assez long et ça peut paraître complexe, hein. Moi je l'ai vraiment vu des dizaines, des vingtaines, des trentaines de fois. Donc je pense que l'histoire elle est assez claire dans ma tête, mais je sais qu'au début, notamment parce que j'étais assez jeune, je ne comprenais pas tout. Donc je pense que c'est une orientation d'animé où il faut être dans un certain mood. C'est pas le style qu'on peut regarder en étant crevé et en se disant bon bah je vais écouter à demi par exemple. L'autre point et le dernier pour les aspects négatifs que j'ai pu relever, c'est la fin. Effectivement l'animé se clôture sur la résolution de la quête de l'aventure principale. C'est un petit peu cette idée de laisser libre cours à l'imagination des spectateurs. Moi c'est un aspect que j'apprécie modérément, c'est-à-dire que ça peut être effectivement intéressant, je dis pas catégoriquement que c'est toujours quelque chose de mauvais, mais je pense que la fin là elle était un petit peu abrupte, c'est vraiment dès la fin de la résolution, bam, limite générique de fin. J'aurais aimé avoir quelques indications peut-être pour nous orienter davantage dans notre perspective d'avenir. J'en ai donc fini avec mes points négatifs et on passe directement à ma conclusion. Pour moi, il y a un intérêt à porter sur ce long métrage d'animation, notamment puisqu'il va ouvrir le champ des possibles au studio, à Hayao Miyazaki, Isao Takahata et d'autres. C'est une œuvre, je vous l'ai dit, qui est très riche en références. C'est un parfait témoignage selon moi de l'artiste cultivé, instruit, intéressé qu'est Hayao Miyazaki. Et pour peu que nous aussi on soit curieux, ça peut être très intéressant de regarder l'animé, surtout quand vous avez les informations que je vous ai transmises. Moi je viens de les découvrir et je vois les choses d'une manière tout autre et je trouve ça d'autant plus intéressant et riche. Par ailleurs, cet animé pour moi c'est l'illustration typique, parfaite du travail de génie, de ce dont étaient capables Miyazaki, Takahata, Joe Hisaishi aussi pour la musique. Tous trois réunis, on voit vraiment des chefs-d'œuvre se profiler. On a aussi une ode à l'aviation, au génie technique qui sont très intéressants. Tout ce qui est dénonciation de la folie humaine, tout ça c'est des thématiques qui pour moi devraient animer chacun d'entre nous, surtout dans l'ère dans laquelle on vit aujourd'hui. Ça met en évidence les travers des êtres humains. Tout ce à quoi on ne doit pas succomber est mis en évidence dans cet animé, puisque les folies de l'homme ont mené aux événements les plus tragiques. Et puis, je vous l'ai dit, le message d'espoir au travers des deux enfants qui sont capables de bravoure, de sacrifice, de choses dont des personnes plus âgées ne seraient même pas capables. Ça vient invalider l'argument que je déteste de « t'es un enfant, tu peux pas parler, tu peux pas savoir, les enfants sont supérieurs à nous ». Et puis je termine sur ma qualité principale pour cet animé. Pour moi, les décors foisonnants de détails, les couleurs vives et contrastées, tout ça, ça va rendre une vision du monde et surtout de la nature assez surréalistement somptueuse. Ça nous fait voyager, ça nous fait rêver. T'as envie de te plonger dans cet univers et de jamais en sortir tellement c'est magnifique. Les graphismes bien qu'anciens, parce que vous le voyez ça date d'une vingtaine d'années, ne font presque pas âgés, on sent vraiment une qualité inégalable. C'est un animé que j'ai trouvé envoûtant, qui est on the top, franchement. Pour vous raconter un petit peu mon histoire avec, petite c'était mon Ghibli préféré, je ne jurais que par celui-là. C'est vrai qu'en grandissant, en ayant vu d'autres, en ayant une pensée qui s'est construite, je ne le considère plus comme mon favori. J'en ai d'autres, des favoris, j'y viendrai au fur et à mesure de ces vidéos spéciales Ghibli. Mais le Château dans le ciel, il aura toujours une place unique dans mon cœur, en moi. Il résonne énormément, je le trouve très complet, très intéressant, très accessible et à la fois très complexe. Voilà, je me contredis mais je me comprends. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et surtout que vous aurez appris des choses, que ça vous aura donné envie de partager cet animé avec d'autres. Je comprends pas qu'il soit si mis de côté, si peu connu. Pour moi, le travail est tout aussi conséquent qu'un Chihiro par exemple. Je vous invite vraiment en commentaire à me donner votre animé Ghibli préféré. C'est vraiment un truc que j'adore découvrir, j'adore lire dans les commentaires ce que vous aimez, etc. J'aimerais aussi savoir ce que vous avez pensé du Château dans le ciel, à quel point il compte pour vous, quelle place et quelle résonance il a dans votre vie. Au-delà de commenter, je vous invite comme toujours à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne, le soutien me fait énormément plaisir. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine fois pour un nouveau manga ou un nouvel animé. Je vous remercie et je vous félicite si vous êtes encore ici à ce stade de la vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde!